Habitat, santé, service à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale et président du comité d'éthique de la recherche à Sorbonne Université, et Silver Jony, président de la société Spinner. Que ce soit dans les œuvres de fiction ou dans les reportages vus à la télévision, le robot fascine autant qu'il interroge. S'il est aujourd'hui bien réel, ses fonctionnalités et son développement pour les années à venir posent encore un grand nombre de questions. Qu'en est-il vraiment ? Et quelle aide le robot pourra-t-il apporter pour prendre soin de nos aînés en perte d'autonomie ? Commençons par faire le tour de ces caractéristiques avec Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale à Sorbonne Université. Quand on regarde ce que c'est qu'un robot, en fait, on devrait mettre des robots parce qu'il y en a une multitude de manières très différentes. Alors très souvent liées aux applications, mais ils ont quelque part tous la particularité quand même de percevoir leur monde par différents modes. Ça peut être des caméras, ça peut être des micros, mais ça peut être aussi des capteurs un peu plus exotiques, on va dire, par exemple des radars, des lidars. Et ensuite, leur deuxième caractéristique, c'est qu'ils vont raisonner ou décider par rapport à ce monde-là. Donc, ils vont essayer de le percevoir. Et ce qu'ils vont décider ou raisonner, ce sont des actions. Et ensuite, ils vont avoir la capacité d'avoir des actions dans le monde. Donc ça, c'est un peu la particularité de la robotique qu'on retrouve en fait dans la science-fiction, mais avec des limitations. Donc, la perception, elle n'est pas parfaite. La décision, elle n'est pas parfaite. Et les actions ne sont pas parfaites. Et quand on parle de robots, on peut avoir des robots qui sont mobiles, d'autres qui vont être humanoïdes, d'autres qui vont être bipèdes, d'autres qui ont aucune vocation à interagir avec des humains, d'autres qu'au contraire qui ont cette capacité ou qui ont au moins cet objectif d'interagir avec des humains. Et dans ce cadre-là, on va trouver des robots peut-être qui ressemblent peut-être d'une certaine manière plus à la science-fiction parce qu'ils vont être un peu plus anthropomorphiques, même si la forme anthropomorphique, elle n'est pas nécessaire, mais elle est souvent un peu souhaitée par les uns et les autres, c'est-à-dire les chercheurs, les ingénieurs parfois, mais aussi par les utilisateurs pour essayer d'identifier mieux le robot pour pouvoir interagir avec lui. Et dans ces aspects anthropomorphiques, alors on va avoir des variétés, donc des robots qui vont extrêmement ressembler à des humains ou des robots qui vont être assez simples, c'est-à-dire juste dotés de bras et de têtes, mais qui ne ressemblent pas à des humains, mais fonctionnellement, ils le sont. Donc finalement, on a une multitude de robots avec des caractéristiques qui peuvent être communes, mais aujourd'hui, la volonté, elle est quand même d'adapter le robot et même s'il y a encore beaucoup de projets et beaucoup de recherches qui visent à développer un robot un peu universel, néanmoins, il y a beaucoup de travail qui est fait sur des robots adaptés à une tâche, adaptés à une fonction. Là, il va falloir prendre en compte l'application et développer des robots qui vont être très spécifiques à cette application-là. Un développement qui pourra compter sur l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins de la société. Silver Jony, président de la société Spinner. Ce qui fait et ce qui fera fonctionner les robots dans le monde réel, ce sera l'intelligence artificielle dont on voit tous les jours les progrès qui sont presque fulgurants, quoi. Et à mon avis, ces deux technologies, donc la robotique d'un côté et l'intelligence artificielle, vont bientôt évoluer de pair. Quand je dis bientôt, c'est à mon sens probablement d'ici 5 à 10 ans. Et avec la maturité des solutions, je pense que cette évolution deviendra aussi rapide que la téléphonie portable. Alors à l'horizon 2040-2060, il est tout à fait raisonnable de penser que les robots pourront faire l'ensemble des tâches réalisées par les humains. Et quand je parle de l'ensemble des tâches, en fait, je pense dans tous les domaines, que ce soit évidemment dans des tâches ménagères, mais que ce soit des soins intimes, des tâches au niveau médical, les transports, les courses, les prises en compte du handicap psychique ou mental, évidemment, et émotionnel, évidemment aussi. Tout semble donc indiquer que l'aide robotique sera bel et bien une réalité dans les années à venir. Mais qu'en est-il au niveau de l'aide à la personne ? Réponse de Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale. Quelles sont les tâches ? C'est les tâches de l'autonomie. On va retrouver des questions qui vont être, par exemple, la marche.
la marche, c'est une question très importante de l'autonomie des personnes. Donc on va retrouver par exemple des robots qui vont être de l'ordre du déambulateur. On va retrouver des questions qui vont être de l'ordre du rappel, par exemple, de médicaments, de la stimulation qui va être cognitive. Et donc là, on va trouver une autre forme de robotique où on est moins dans l'aspect physique, mais plus dans l'aspect social, ou des robots qui vont faire un peu des tâches un peu universelles du type aller chercher des objets, les données. Et donc là, on va retrouver à la fois de l'interaction physique, mais aussi de l'interaction sociale, parce qu'il va falloir détecter quel objet, comprendre les ordres de l'humain et les renvoyer et les ramener à l'humain. Donc ça, ce sont des tâches qui sont liées à l'autonomie. Et bien évidemment, ces tâches-là, elles évoluent en fait en fonction du degré d'autonomie des personnes. Donc on sait très bien, par exemple, quand on parle de personnes âgées, qu'il y a quand même cette idée que l'autonomie, elle évolue, et malheureusement, elle évolue en décroissance, c'est-à-dire que plus ça va, plus le temps passe, plus les gens sont moins autonomes, et donc on va avoir des tâches qu'on ne traitait pas et qu'il va falloir cette fois-ci traiter. Aujourd'hui, les enjeux, et les tâches qui sont réalisées sont vraiment dictées par l'autonomie des personnes. Et c'est clairement, quand on parle d'aide, l'objectif, c'est d'amener des robots qui vont traiter les différentes tâches. Donc, j'ai parlé de marche, de stimulation cognitive, d'aide ménagère, de robots qui vont aider les personnes à se soulever, à être une aide qui peut être physique ou cognitive, ou les deux également. Ce sont vraiment les tâches qui sont abordées aujourd'hui en robotique. Multitâche, oui, et pas que. Silver Johnny, président de la société Spinner. Ce sera d'abord une totale disponibilité et personnalisation du service, avec des robots qui peuvent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peuvent s'adapter exactement à vos besoins, à vous, parce que pour ceux qui travaillent dans le médico-social, on voit bien que dans une maison de retraite, vous avez 124 résidents, mais vous avez 124 personnes qui ont des besoins différents. Et ça, c'est extrêmement difficile à réaliser. Deuxièmement, par exemple, ce sera la constance du service. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, les humains, on est comme ça, on a des habitudes, on a une histoire, on a une façon de faire les choses, on a une façon de voir les choses et de les comprendre. Et donc, ces robots permettront de complètement intégrer effectivement cette personnalisation et s'assurer qu'il y a une constance dans le temps, c'est-à-dire que votre histoire soit respectée, que la façon de faire soit respectée. On peut penser évidemment aussi au respect de l'intimité et de la vie privée. Parce que à chaque fois que vous avez un humain qui rentre chez vous, qui rentre dans votre chambre ou dans votre maison, eh bien, votre intimité, elle est mise en danger, on va dire. Et donc ça, c'est un argument important. On peut penser aussi au prix du service, puisque globalement, en 2020, en 2040, 2060, on imagine que ce sont des solutions qui coûteront entre 10 à 100 fois moins cher que leur équivalent humain. Évidemment, des capacités superhumaines. Donc, en fait, on pense à un robot qui ferait une tâche, mais en fait, ils feront plusieurs tâches. Voilà, ils auront des capacités superhumaines en termes de physique, mais aussi en termes de connaissances. Ils pourront être en même temps votre soignant, celui qui fait vos soins, mais aussi, il aura des connaissances, il sera l'équivalent d'un médecin, il pourra être secouriste, il pourra avoir des radios. On a déjà des systèmes, par exemple, de contrôle de paramètres vitaux uniquement avec la vidéo. Donc, tout ça pourra être évidemment combiné dans des capacités superhumaines. Des capacités surhumaines qui pourraient permettre à la personne en perte d'autonomie de ne plus dépendre naturellement d'une tierce personne. Mohamed Chetwani, professeur en robotique sociale. Aider des personnes en perte d'autonomie, ça veut dire qu'on va avoir des tâches qui vont être assez récurrentes, notamment au domicile, mais c'est vrai aussi à l'hôpital. On va avoir des tâches récurrentes qu'il va falloir répéter. Et surtout, l'idée, c'est quand même de garder l'autonomie de la personne. Et donc la personne, quand on est aidé par ce qu'on appelle un aidant, en fait, une des difficultés, c'est qu'on est dépendant de l'aidant, des capacités de l'aidant, de la volonté ou pas de l'aidant. Et donc, quelque part, on perd sa propre autonomie parce qu'on délègue ces tâches. Alors que l'idée de la robotique, c'est qu'on va pouvoir, comme ça, avoir un prolongement de la personne qui est en perte d'autonomie ou qui a besoin d'une aide
en faisant une demande assez directe et on ne le fait pas à un humain, donc on n'a pas cette idée de dire on va déranger ou ne pas déranger. Donc ça, c'est un premier aspect. C'est vraiment pour aider la personne en perte d'autonomie, de garder son autonomie, justement, de pouvoir décider quand est-ce que j'ai besoin, quand est-ce que je n'ai pas besoin aussi, parce qu'il y a un certain nombre de personnes à qui on confie des aides techniques hein, qui peuvent être de la robotique, mais c'est aussi vrai, par exemple, pour une canne. Les personnes vont décider de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, ou à certains instants, ou à certains moments ou pas, ou à certaines tâches ou pas, et donc elles ont la pleine décision. Un autre aspect, c'est que le travail d'aidant, c'est une tâche hyper complexe. On sait très bien la difficulté pour les aidants, qui peuvent être des aidants familiaux très souvent, mais aussi des aidants professionnels. Est-ce à dire que l'aide robotique remplacera l'aide humaine? Pour Mohamed Chetwani, professeur en robotique sociale, il s'agira plutôt de soulager les aidants dans leurs tâches du quotidien. Le travail d'aidant, c'est une tâche hyper complexe. On sait très bien la difficulté pour les aidants, qui peuvent être des aidants familiaux très souvent, mais aussi des aidants professionnels. Et dans le cadre des aidants professionnels, il y a évidemment des problèmes de recrutement. Pour les aidants familiaux, très très souvent, c'est une tâche qui est complètement insurmontable et c'est 24 heures sur 24. Donc c'est très très complexe pour les personnes. Et donc, on voudrait aussi aider les aidants. On se rend compte que les troubles musculo-squelettiques, beaucoup d'aidants sont atteints de ces troubles musculo-squelettiques. Parce qu'il va falloir soulever la personne, aider la personne à se déplacer ou faire un certain nombre de tâches répétitives. C'est clairement aussi une aide pour les aidants avec des aspects robotiques, répétitifs, qui peuvent être aussi physiques, mais aussi cognitifs, hein, parce qu'il y a quand même un aspect très cognitif, une charge cognitive assez importante pour les personnes. Et donc, avoir des robots qui sont aussi capables de traiter des dimensions cognitives permet de soulager aussi les aidants. Pour Silver Jony, président de Spinair, il faut plutôt voir en l'aide robotique une évolution naturelle de l'aide à la personne. Et puis, il y a un autre volet qui est extrêmement important, c'est que les humains vont se désintéresser de plus en plus de ces métiers qui sont quand même très difficiles, très ingrats. Et puis, il y aura aussi de l'autre côté l'explosion des budgets de la dépendance et du soin qui feront qu'on ne pourra plus répondre de cette manière, en tout cas, à ces problèmes. Voilà. Évidemment, tout ce dont je parle concerne et concernera aussi le monde du handicap, qu'il soit mental ou psychique, et pas seulement les personnes âgées. Une chose est sûre, l'amélioration de la qualité de soins permise par l'aide robotique pourra permettre de favoriser l'inclusion des personnes âgées dans la société. Silver Jony, président de la société Spinair. Ce qui fait que les personnes âgées ne peuvent pas vraiment être incluses dans la société, c'est parce qu'elles ont du mal à se déplacer, elles ont parfois du mal à parler, etc., etc. Et donc l'objectif des robots sera bien de compenser tous nos handicaps, nos dépendances, et donc on peut espérer une meilleure inclusion des personnes âgées. Ce que je dis là est aussi valable pour les personnes handicapées, évidemment. Et ça, c'est un espoir important. Voilà. Vous voyez bien qu'une personne, par exemple, typiquement, dont la toilette n'a pas été faite correctement et donc qui ne va pas sentir très bon, c'est quelque chose d'assez classique en EHPAD, c'est un obstacle dans la discussion, c'est un obstacle dans l'inclusion, évidemment. Donc tout ça, si vous avez un robot qui s'occupe très bien de vous, qui fait que les toilettes sont faites tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour s'il y a besoin, eh bien vous allez pouvoir recréer du lien social. Mais il aura aussi toutes les compétences pour savoir comment stimuler correctement une personne qui a Alzheimer, par exemple, pouvoir peut-être même la traiter, pourquoi pas, voilà, hein, c'est pas du tout impossible. Donc c'est évident, exactement pour vous donner une petite idée, qu'aujourd'hui, on a tous Google Translate, hein, on est assez heureux avec ça, on peut traduire dans toutes les langues, mais en fait, l'étape d'après, ce sera aussi du Google Translate pour des personnes spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, typiquement, nous, on voit bien, nous, dans l'éco-social, où, par exemple, on parle très mal aux personnes qui ont un handicap psychique ou mental. Quand je dis mal, ça veut dire qu'on arrive mal à communiquer avec eux, en fait. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur monde, mais l'intelligence artificielle, elle pourra acquérir ce savoir, si vous voulez. Et donc, il pourra communiquer d'une manière beaucoup plus adaptée, se faire comprendre, et puis rejoindre la personne, et puis la stimuler comme il faut, pour effectivement, non seulement faire en sorte que sa dégradation arrive le moins vite possible, mais aussi détecter des choses qui sont indétectables pour nous aujourd'hui, parce que les équipes tournent trop, parce qu'on n'a pas la formation, parce qu'on n'a pas la connaissance, et comme je l'ai dit préalablement,
L'intelligence artificielle, la grosse différence par rapport à un humain, c'est que vous devez former chaque année vos soignants. Quand il y a des nouveaux soignants, il faut les former. L'intelligence artificielle, elle est formée. Elle va acquérir une expérience qui est unique et irremplaçable. Reste à savoir si cette aide robotique pourra être facilement acceptée par ses principaux bénéficiaires. Silver Johnny, président de la société Spinner. Pour moi, il n'est pas clair que nous accepterons, même dans 20 à 40 ans, des copies trop proches des humains. C'est quelque chose qui a été étudié, qui s'appelle le phénomène de la vallée de l'étrange. C'est une étude qui a été faite dans les années 70 par des Japonais pour voir comment les robots pouvaient être acceptés par les humains. Et ils ont démontré, par exemple, que plus on s'approche d'un robot qui est proche d'un humain, moins il est accepté par l'humain. Et quand il est presque comme un humain, il est extrêmement rejeté par l'humain parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour lui, en tout cas. Ça ne marche pas. Et puis après, évidemment, l'étape d'après, le robot est parfaitement accepté par l'humain parce qu'en fait, le robot a atteint le niveau d'un humain, donc il n'est plus différenciable d'un humain. Mais c'est une étude qui est extrêmement importante parce que pour l'instant, elle est toujours valable en fait. Si vous regardez par exemple le robot Sophia, vous avez sûrement vu sur des vidéos, on a un sentiment de mal-être en fait. On voit que c'est très proche d'un humain et en même temps, c'est pas un humain, il y a quelque chose qui nous dérange et qui nous perturbe. Et donc, on peut imaginer que pour des robots notamment qui nous aideront à domicile, les hommes ne souhaiteront pas une forme trop humaine. Voilà, ils voudront que ça reste un robot à leur service. Une acceptabilité qui se fera également par l'utilisation que les personnes âgées souhaiteront en retirer, à savoir rester à domicile. Silver Johnny, président de la société Spinner. La première raison qui fera que les gens voudront ces technologies, c'est de pouvoir rester chez eux, c'est de pouvoir rester dans leur environnement. Ce ne sont pas tant les institutions, les gouvernements, même s'ils ont leur rôle à jouer dans cette période de transition qui est très importante et vraiment, il faut effectivement qu'ils poussent dans cette direction-là. Mais à la fin, cette révolution, elle sera faite par les utilisateurs, par les personnes âgées, par vous, par moi. Parce qu'effectivement, dans 20 ans, quand on 20 ou 30 ou 40, il sera temps d'aller dans une maison de retraite, on préfère rester chez soi avec un robot qui sera très adapté pour nous, qui nous tiendra compagnon, qui fera les choses correctement, qui n'oubliera pas, qui sera toujours adapté, etc., qui sera disponible 24 heures sur 24, etc. Donc pour moi, en tout cas, la robotique permettra aux humains de rester jusqu'au bout humains dans leur vie, dans toutes leurs dimensions. Une autre condition d'acceptabilité de cette technologie est qu'elle doit être arrivée à maturité pour pouvoir être pleinement acceptée par ses utilisateurs. Silver Johnny, président de la société Spinner. Lorsqu'une technologie est mature, c'est-à-dire lorsqu'elle apporte un vrai service, un service qui est fondamentalement beaucoup plus important que juste vous aider un petit peu, c'est-à-dire que globalement, ça fait les choses 10 fois mieux, 10 fois plus vite, 10 fois moins cher, etc. Eh bien, quand cette technologie est mature, elle est adaptée très rapidement. Si vous regardez la téléphonie portable, par exemple, c'est des technologies qui ont été adaptées instantanément, quasiment. Si en plus vous avez le doute, si certains de nos auditeurs ont le doute sur ce sujet, c'est le fait qu'on acceptera effectivement la présence des robots dans nos foyers, bien il suffit de passer un mois en EHPAD pour comprendre. On préférera évidemment un robot qui nous aidera au quotidien plutôt qu'une multitude d'intervenants qui sont plus ou moins adaptés, avec lesquels il faut composer quotidiennement, avec parfois beaucoup d'angoisse, parfois beaucoup de joie évidemment, mais parfois beaucoup d'angoisse. Quand l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, est transformative, c'est-à-dire quand vraiment elle change votre vie de façon profonde, eh bien, quand on a atteint cette expérience utilisateur qui est aussi forte, l'adoption est quasiment instantanée. C'est toujours frappant de voir, et les gens ont un peu oublié que qu'est-ce qui a révolutionné, par exemple, la téléphonie portable, l'iPhone, on le connaît tous, c'est que c'est un appareil qui n'avait pas et qui n'a pas toujours de mode d'emploi. Vous prenez un iPhone et vous l'utilisez, ce qui fait qu'en fait, des personnes âgées ont pu adopter effectivement la technologie assez rapidement parce c'est une expérience qui était transformative pour eux. Pour Mohamed Chetwani, professeur en robotique sociale, l'acceptabilité des robots dépendra aussi du statut qu'on voudra bien leur donner. Aujourd'hui, dans l'évaluation des systèmes robotiques, elle ne peut plus être simplement guidée par des critères qui vont être robotiques, ils vont être aussi guidés par des critères qui vont être sociaux, sociétaux, mais également éthiques, mais également réglementaires. Et parmi tous ces critères, on retrouve bien évidemment la question de l'acceptabilité. Cette acceptabilité, elle dépend pas seulement des performances du robot, mais beaucoup aussi, on le voit dans les aides techniques, de l'image que je donne avec ce système robotique. Quand on prend par exemple la question des aides techniques chez
chez les personnes âgées, ne serait-ce que la canne, on voit bien que c'est une dimension qui peut être stigmatisante. On le retrouve, c'est des questions très similaires dans le handicap. Quand une, personne handicapée a besoin d'une aide technique, en fait, parfois il y a un certain nombre de handicaps qui ne se voient pas et c'est aussi souvent le cas de la question de l'autonomie. Alors bien évidemment, ça dépend du niveau d'autonomie des personnes, mais parfois ça ne se voit pas et donc c'est assez transparent et le fait d'avoir une aide technique, d'avoir un système robotique peut être aussi stigmatisant et donc ça rend visible un handicap, ça rend visible un besoin, ça rend visible, une perte d'autonomie. Donc cette question d'acceptabilité, elle peut pas être seulement traitée par une question de performance et donc est-ce qu'elles sont prêtes à accepter? Donc si on prend, cette question de manière holistique, je pense que oui, mais il faut vraiment le prendre dès le début. Un des objectifs aujourd'hui de la robotique, c'est quand même de se rapprocher des besoins des personnes et la meilleure façon de le faire, c'est de les inclure et pas les inclure à la fin, par exemple en venant en disant: «Bon voilà, on a développé tel système robotique et on vous le propose», mais plutôt de le faire peut-être même avant la conception même du système robotique, de travailler avec, les personnes, en perte d'autonomie pour identifier les besoins, et les accompagner un peu dans toute la conception de telle manière qu'il y ait une co-conception du système robotique pour pouvoir ensuite améliorer l'acceptabilité. Il y a quelques années, maintenant il y a une dizaine d'années, on avait travaillé sur cette question de statut, de robotique et d'assistance, au domicile et qui est en lien avec la question de l'acceptabilité. En fait, on avait pas vraiment recréé, mais on avait remis un peu au goût du jour une notion qui n'existe plus vraiment maintenant, qui est la notion de majordome et ça donnait un statut qui était ça changeait rien dans le système robotique, mais ça donnait un statut un peu différent. Donc c'est pas, c'est un c'est cette question alors c'est pas le probablement pas l'unique statut, mais c'est une question, au moins se poser la question du statut, comment on va l'introduire, chez les personnes, c'est une question qui est très importante. Si l'aide robotique devra son développement grâce à la demande de ses utilisateurs et à l'établissement d'un statut clairement identifié au sein de la société, elle devra également relever de nombreux défis techniques, à commencer par la familiarisation du robot avec son environnement. Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale. Quand on livre un robot, aujourd'hui, une des difficultés, c'est de le personnaliser. C'est de faire en sorte que le robot, apprenne des nouvelles tâches, apprenne des nouveaux lieux, apprenne, par exemple, chaque maison, chaque appartement va être différente, chaque personne va avoir sa propre façon de communiquer et ses propres besoins et comment on peut les transférer, les transmettre à un robot? Bah, ça, c'est notre travail au jour le jour. C'est comprendre les signaux sociaux, savoir les exploiter pour que le robot les interprète et dans les interprétations, il va essayer d'apprendre des nouvelles choses. Une tâche assez classique, c'est que, imaginons qu'une personne, âgée souhaite, que le robot apprenne, je sais pas, à lui chercher, une tasse, qui est, dans la cuisine et lui ramener. En fait, ce qu'on peut faire, ça, s'il faudrait faire ça, il faudrait faire venir un ingénieur à chaque fois pour, faire cette tâche-là. Mais ce qu'on pourra assez, facilement ou plus ou moins assez facilement faire et c'est un peu des enjeux de ce qu'on fait en recherche, c'est de demander à la personne, c'est de lui montrer au robot ce qu'il faut faire et grâce à ça, à la démonstration, le robot va apprendre cette tâche-là en disant: «Bah, voilà, j'ai appris, pour ramener tel objet, pour faire telle tâche, il faut faire de telle manière et c'est tel humain qui me l'a montré». Et ça, on peut le faire avec les personnes, en perte d'autonomie, on peut le faire avec les aidants et donc cet apprentissage qui est un peu interactif, c'est un peu l'idée d'utiliser, toute la puissance de l'intelligence artificielle pour interpréter les signaux sociaux, apprendre à partir de ces signaux sociaux et apprendre des nouvelles tâches, en interaction. Peut-être la difficulté et la particularité par rapport à ce qui se fait en intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, on parle de big data, donc des données qui vont être massives, donc énormément de données. Là, c'est impossible. C'est-à-dire que l'humain, il peut pas s'amuser à montrer, des milliers de fois comment, faire telle tâche. Il va lui montrer une fois, au mieux, peut-être 2 fois, mais très, très peu, et donc où il va corriger 1 ou 2 fois et donc, on va avoir sur de l'apprentissage de tâches avec très peu de données et des tâches qui peuvent être très différentes. Donc ça, on le fait à partir
de l'interaction complètement naturelle. C'est-à-dire qu'on donne aucune contrainte à l'utilisateur, autre que, d'utiliser, le geste, la parole, l'expression faciale, la prosodie. L'autre grand défi réside dans la communication avec l'être humain, qu'elle soit verbale ou gestuelle. Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale. Mon champ est celui de la robotique sociale, et donc par sociale, on entend, communication verbale et non verbale. Donc, verbale, le langage, mais surtout non verbale, par exemple, toutes les questions de gestes, d'expression faciale, de prosodie, ce qu'on appelle des signaux non verbaux, mais aussi, de proxémie. Ces signaux-là, ils ont la particularité, qu'on les appelle des signaux sociaux, qu'ils ont vocation à transmettre une information sociale, mais ils sont assez, subjectifs. On sait très bien que déjà entre les humains, parfois pour comprendre l'expression de quelqu'un, c'est pas immédiat, même si on a, de grandes facilités, c'est pas toujours si simple. Et il y a une subjectivité, on utilise le contexte, on utilise un certain nombre d'informations qui nous permettent de traiter ces signaux-là. Mais ce qui est intéressant avec ces signaux, c'est qu'ils sont assez puissants pour transmettre des informations, aux autres humains. Grâce à ça, on comprend l'intention de quelqu'un. La personne n'a pas besoin d'expliciter directement, ce qu'elle veut faire. On comprend son intention, on comprend ses émotions. Donc on va, grâce à ces signaux non verbaux, extraire un certain nombre de signaux qui vont nous permettre de ne pas être explicite, mais de partir de l'implicite pour essayer de l'interpréter. Et donc ça, c'est ce qu'on fait très bien en tant qu'humain, et c'est ce qu'on essaie de faire avec des systèmes robotiques. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte, d'avoir des humains, non experts, parce que là, on parle de personnes qui ne sont pas experts, qui ne vont pas programmer les robots, mais qui vont pouvoir l'utiliser. Et bien évidemment, ils ne vont pas avoir un clavier devant eux. Et donc, comment on peut utiliser ces robots-là sans des claviers? C'est de l'interaction sociale essentiellement. Et donc, on va utiliser tout ce que produit comme humain, comme implicite et explicite, parce qu'on a de l'explicite et de l'implicite, pour faire en sorte que le robot réalise les tâches que l'humain souhaite. Mais aussi qu'il ne fasse pas les tâches que l'humain ne souhaite pas. Par exemple, les intentions de l'humain, on va pouvoir les devancer, les prédire. On va pouvoir comprendre un peu mieux les comportements de l'humain. Donc on va pouvoir, détecter un certain nombre d'actions. Mais dans l'autre sens, l'humain va pouvoir utiliser, sa propre communication pour faire en sorte que le robot apprenne à faire des choses. Développer l'aide robotique, c'est aussi co-construire avec son utilisateur, ce qui demande un temps que l'on n'a pas forcément pris en compte. Mohamed Chetouani, professeur en robotique sociale. Quand on prend des cycles, de développement d'ingénierie qui peuvent être, typiquement, on a tendance à dire, ça peut être, 3 ans, 4 ans, pour faire des systèmes. Et quand on va travailler maintenant avec des personnes pour identifier des besoins, faire de la co-conception, développer des systèmes robotiques, faire de l'évaluation, et probablement à partir de ces évaluations, elles peuvent être, il y a l'objectif d'une évaluation, c'est aussi d'identifier les manques, et donc de réitérer. On voit qu'on est sur des cycles qui vont plus être de même durée, et on peut facilement être sur des cycles qui vont être autour de 10 ans. Et donc là, ça pose des problématiques qui sont, aussi, est-ce qu'on est en mesure d'attendre, et de développer ces cycles-là, d'intégrer au mieux les personnes? On le voit avec, la crise sanitaire, que il y a parfois besoin d'accélération de ces cycles-là, de changer un peu ces méthodes-là, tout en gardant une rigueur scientifique, une rigueur, éthique, pour améliorer l'acceptabilité. Je pense que la présence, d'une assistance robotique, elle sera d'autant mieux acceptée si les personnes, sont impliquées. Donc ça, je pense que s'il y a quelque chose vraiment à retenir, c'est, impliquer les personnes, en ayant, bien évidemment, conscience des conséquences, et il va falloir adapter ces cycles-là et ces évaluations, ces conceptions. Loin d'être une vue de l'esprit, l'aide robotique aux personnes âgées en perte d'autonomie pourrait bien devenir une réalité d'ici 20 à 30 ans. Une perspective qui est accueillie favorablement par les Français de 35 à 55 ans. Interrogés dans le cadre de notre enquête en 2021, ils sont 78% à penser que les objets connectés, les applications ou les robots vont contribuer à améliorer la situation des personnes âgées dans 30 ans. En effectuant parfaitement les tâches répétitives de la vie quotidienne,
les robots apporteront une réponse bienvenue aux enjeux de la charge mentale des aidants familiaux et des difficultés de recrutement des aidants professionnels. Pour autant, ils ne trouveront leur place aux côtés des personnes dépendantes qu'au bon vouloir de celles-ci. En effet, 69 à 75% des Français que nous avons interrogés préféreraient par exemple que leurs toilettes et leurs soins soient toujours effectués par une aide humaine. Loin de déléguer entièrement leur existence à leurs robots, ceux-ci pourront donc choisir quelles activités lui confier, quand et en quelles conditions, quitte à changer d'avis. Enfin, face aux défis techniques que représente le développement de ces robots, l'imminence de l'enjeu démographique de la dépendance appellera sans doute un effort particulier des acteurs publics comme privés. Le fournir pour assurer à tous une vie plus autonome et sereine, cela dépendra de nous.